Salut Booktube, c'est avec un petit peu de retard que je te retrouve pour la deuxième partie de mes lectures du mois d'octobre. Puisqu'il y a eu le challenge Pokémon, que j'ai fait mes recommandations, ma pile à lire et tout ça, ça s'est un petit peu intercalé entre les deux parties de ma vidéo. Mais du coup, là, je vais finir de parler de mes lectures du mois d'octobre avant de tout oublier de ce que j'avais à en dire, ce qui serait un petit peu dommage. Et j'ai le plaisir d'annoncer que en octobre, j'ai eu mon premier vrai gros coup de cœur depuis que je suis sur Booktube. Donc il était temps, honnêtement, et ça fait du bien d'avoir été autant bouleversée par un livre. Et je vais y aller dans l'ordre plus ou moins dans lequel où je les ai lus. Et je vais y aller dans l'ordre plutôt du moins bon au meilleur, parce que voilà, la vidéo s'est organisée comme ça et je trouvais que c'était assez logique. C'est pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai lus du coup, mais c'est pas grave parce que j'avais envie de faire comme ça et point. Évidemment, donc ce mois d'octobre s'inscrit toujours dans mon Pumpkin Autumn Challenge et ça m'a permis d'avancer pas mal dans le challenge et aussi dans le Cocorico Challenge, vous allez voir tout de suite, puisqu'il y a notamment un livre qui s'inscrit dans le Cocorico Challenge, en plus de ceux que j'avais pu lire pour le challenge Frisson d'octobre, donc dans ma première partie. La première partie donc sera juste là dans le petit, en barre d'infos, tout ça, vous pourrez la retrouver, j'en ai aucun doute. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais là du coup on va continuer tout de suite avec la suite de mes lectures du mois d'octobre. Le premier livre dont je vais vous parler, et c'est malheureusement celui que j'ai le moins aimé, c'est un livre que j'ai en réalité écouté, c'est peut-être ça qui a participé à mon intérêt modeste, on va dire, pour ce livre. Il s'agit de Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker qui est paru en version française chez Gallimard Jeunesse. Il s'agit d'un livre jeunesse qui raconte en gros l'histoire d'un enfant et de son renard Pax. En gros, lorsque son père part pour la guerre, il va abandonner Pax dans la forêt alors que Pax est un renard domestiqué puisque l'enfant l'avait retrouvé quand il était tout petit et s'est occupé de lui. Et là c'est un jeune adulte renard et donc le père le met dans la forêt pour aller confier son fils à son grand-père et donc vont essayer de se retrouver car ils ne supportent pas d'être séparés l'un de l'autre. On va en gros avoir cette aventure de l'un et de l'autre pour essayer de se retrouver à un même endroit alors qu'ils ne savent pas du tout où ils sont. Je pense que je n'ai vraiment pas eu ce que je voulais de cette histoire. Je m'attendais à une histoire mignonne entre un renard et un petit enfant, même si ça pose le problème de la domestication, de tout ça. Et je voulais avant tout en fait une histoire avec des animaux, avec un animal au premier plan, sauf que en fait l'histoire de Pax, qui aurait pu être ma partie préférée, était vraiment très répétitive. On le voit en gros galérer dans la forêt puisque c'est un renard domestique et qu'il adore le beurre de cacahuète et que donc le beurre de cacahuète on n'en trouve pas trop dans la forêt et il ne sait pas du tout se débrouiller dans la forêt, ce qui est parfaitement normal. Et donc on va suivre un petit peu ses galères au fil des jours qu'il va passer là-bas et en gros c'est à peu près tout. Et donc ça devient très répétitif, à la longue on a compris ce qui se passe et donc finalement l'histoire de Pax elle passe un petit peu au second plan et c'est vraiment l'enfant, je me souviens même plus de son prénom, qui devient le centre du récit et notamment ses interactions avec plusieurs autres personnes qui vont être des interactions à visée philosophique et pour faire réfléchir les petits enfants qui vont lire ce livre. Et j'ai trouvé ça fait un petit peu avec des gros sabots. Honnêtement, c'est pas ce que je voulais quand j'ai pris un livre sur un renard et son enfant. Je voulais pas forcément de discussion philosophique sur la guerre. C'est peut-être moi qui ai mal compris l'intention du résumé, peut-être. Mais c'est vraiment pas ce que j'en voulais et du coup j'ai été extrêmement déçue. J'ai pas réussi à me mettre dans les enjeux de l'histoire puisque c'est pas ce que j'en voulais. Et du coup j'ai été peu investie et même la fin m'a fait un peu ni chaud ni froid. Alors que bon, les émotions, pour moi, quand il y a des animaux, c'est assez facile à avoir. Donc voilà, j'ai pas été transportée, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Au total, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Et pour une fois, je l'avais lu en version traduite, donc je ne peux pas vous donner le niveau d'anglais. Ensuite, je vais vous parler contre toute attente de mon livre francophone du mois. Il s'agissait de la lecture commune de Explora Livre et bien entendu, c'est Les Oubliés de la Masse de Floriane Soulas qui a été publié aux éditions Screen et OSF et du coup qui est à la fois dans mon pack et dans mon Cocorico Challenge. Pour celles et ceux qui ont vu le live où on en a discuté avec Pénélope, vous savez déjà en gros mon avis dessus. Mais beaucoup d'entre vous, je pense, n'ont pas pu assister ou n'ont pas vu la rediffusion du live. Et donc, Les Oubliés de la Masse, de quoi ça parle? On va suivre l'histoire de Kat, une astrophysicienne qui va enquêter
près de Jupiter pour essayer de retrouver son frère jumeau qui est un passionné de pilotage de vaisseau spatial. Et il a disparu il y a maintenant plusieurs mois, plusieurs années de ça, et elle est persuadée qu'il est encore en vie, et elle est persuadée qu'il est sur ce qu'on appelle l'amas. Il s'agit donc d'un enchevêtrement de reliques, de vaisseaux, de carcasses de vaisseaux spatiaux qui sont sur l'orbite de Jupiter et qui ont fait en fait une espèce de planète autour de Jupiter où tous les restes de vaisseaux vont s'amalgamer en fait. Et du coup, à cet endroit-là, c'est un petit peu l'endroit pour tous les renégats, c'était une prison à la base, donc voilà, il y a un petit peu des gens pas très fréquentables, et du coup, Kat va se retrouver là-bas pour essayer de retrouver son frère. J'ai été très partagée sur ce livre, malheureusement. Il y a énormément de très bonnes choses, honnêtement, il y a des moments où j'étais vraiment captivée par ma lecture, on voit que c'était bien fait, que c'était maîtrisé. Et à contrario, il y a des moments où c'était vraiment beaucoup moins bon, vraiment presque mauvais. À certains moments, c'était rare que ce soit vraiment pas très bien, mais quand même, il y avait vraiment des grosses inégalités dans le niveau d'écriture et dans l'intentionnalité d'écriture, j'ai trouvé. Et du coup, c'était extrêmement frustrant parce qu'on sentait qu'il y avait un énorme potentiel derrière ce livre et que finalement, ça n'a pas été au rendez-vous puisqu'il y a trop d'inégalités. Il y a des fois où j'ai eu l'impression que le texte ne savait pas trop ce qu'il faisait puisqu'il mélange plein de genres différents. On a à la fois un roman qui tend un petit peu vers la hard SF avec une dimension scientifique très importante et au premier plan parfois, j'ai adoré d'ailleurs cette partie-là. Le contexte scientifique était hyper intéressant, on sent que Florian Soulas est vraiment de la sphère scientifique et ça c'était hyper cool, pour moi c'était un des meilleurs points du livre. À ce côté hard SF se mélangeait très bien un côté un petit peu enquête, investigation pour retrouver son frère avec des énigmes, des puzzles, etc. Et autour de ça en fait vont venir se greffer à certains moments d'autres sous-genres avec un petit peu de post-apo, un petit peu de space opéra et tout ça, mais qui s'imbriquent pas du tout dans l'histoire globale. On se demande un petit peu ce qu'ils font là en fait, et dans ces moments-là en fait on est un petit peu perdu, on voit pas trop où l'autrice veut en venir. Voilà, moi je me demandais un petit peu où j'étais, c'est des moments on le sent que Florian Soulas est moins à l'aise, elle sait moins comment écrire, c'est moins lisible dans ce qu'elle veut faire. Voilà, il y a vraiment des moments où on est un petit peu perdu, je pense qu'elle a voulu peut-être mettre trop de choses et que forcément quand on met énormément de choses différentes on ne peut pas toutes bien les faire ou alors c'est extrêmement difficile. Et peut-être qu'elle aurait dû réduire ses ambitions peut-être pour mieux faire ce qu'elle voulait vraiment mettre dans ce livre parce que parfois on perd un petit peu les messages. Et il y a trop de choses qui viennent gâcher un petit peu la trame de base. Et il y a des choses aussi qui auraient eu beaucoup plus de potentiel si on leur avait donné leur juste place. Par exemple, tout le world building, le lore est très intéressant, j'ai trouvé. Il y a toute une histoire avec les Vénusiens qui sont rentrés dans une guerre contre le reste de l'humanité et qui ont été exterminés jusqu'au dernier avec une interdiction de vaisseaux pilotés par des intelligences artificielles, etc. Et ça c'est très peu développé, en fait on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Et je trouve que c'est dommage parce que ça aurait vraiment pu apporter un plus au livre, un côté vraiment riche, vraiment ancré dans une autre réalité qui aurait été hyper intéressant. Et en fait, enlever d'autres choses pour mettre ça à la place, ça aurait pu être beaucoup plus pertinent je trouve. Et on aurait vu que Florian Soulas maîtrisait beaucoup mieux les choses que ce qu'elle ne donne l'impression dans le livre. Au niveau du rythme aussi, ça pêche un petit peu, il y a des fois où le rythme est très lent, notamment au début, c'est assez lent pour se mettre dans l'histoire, dans l'univers et tout ça. Ça m'a pas dérangé plus que ça, faut un petit peu de temps pour s'y mettre, mais bon, c'est de la science-fiction donc on s'y attend un petit peu aussi. Mais à contrario, il y a des moments qui vont très vite et il y a des moments où, pareil, le rythme semble bon, mais après ça traîne un petit peu en longueur, on se demande pourquoi on n'est pas encore passé à autre chose, donc voilà. Il y a un petit peu, encore une fois, des inégalités, des moments où c'est vraiment bien géré et des moments où on sent que c'est plus difficile. Souvent, d'ailleurs, c'est les mêmes moments que ceux où le genre est pas très bien géré, pas très bien fait, donc je pense que c'était peut-être des difficultés d'écriture pour l'autrice aussi. Après, comme je l'ai dit, il y avait évidemment des très bonnes choses, il y a des questionnements qui sont assez variés finalement et qui sont plutôt bien abordés. J'ai adoré, comme je l'ai dit, le côté très scientifique et j'ai trouvé que pendant tous les 2 premiers tiers du livre, il y avait une présence de Jupiter qui est presque un personnage à part entière en fait et qui règne un petit peu, qui met son ambiance un petit peu glauque partout autour d'elle et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper cool comme concept. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, ce côté-là était hyper cool.
Après, concernant les personnages, j'ai trouvé que voilà, pareil, c'était un petit peu inégal. J'ai trouvé ça intéressant qu'on ait une scientifique et qui ait 35 ans à peu près, je crois, et qu'on ne se retrouve pas avec une jeune adulte comme on peut avoir dans certains livres pour adultes où c'est ils ont 20 ans juste pour dire que c'est pas du young adulte. Non, là c'est vraiment une adulte. Elle n'a pas énormément d'évolution au fil de l'histoire parce qu'elle est déjà grande en fait. Mais c'est vrai que des fois je l'ai trouvé un petit peu basique, on va dire, sur le développement du personnage. J'ai pas été transportée plus que ça par son développement. Et il y a des choses un petit peu incohérentes dans les développements de personnages. Parfois on sent que c'est un petit peu pour l'histoire, où il y a quelque chose qui vient un petit peu pour l'histoire et on sent que c'est pas trop dans le développement du personnage, mais bon, ça gêne pas la lecture honnêtement. C'est pas des personnages dont je me souviendrai particulièrement, excepté le personnage de Jaspe que j'ai vraiment beaucoup apprécié et très intéressante pour le coup. Ceux qui l'ont lu savent pourquoi. Je trouve que c'était vraiment un développement très intéressant. Et quelque chose en revanche que j'ai vraiment aimé, c'est certains moments d'ambiance, et je trouve que la plume de Florian Soulas fonctionne très bien pour ça. Il y a notamment un moment au milieu qui est très glauque, qui est un peu flippant. Pareil, celles et ceux qui l'ont lu sauront pourquoi. Et toute la fin aussi tourne beaucoup autour de l'ambiance et autour de l'atmosphère assez pesante que Florian Soulas arrive à mettre dans ses livres. Les moments où elle l'a fait étaient très bien. Après voilà, encore une fois, ça manque d'égalité, ça manque de subtilité, on passe un petit peu du tout au rien, voilà. C'est un petit peu l'avis que j'ai sur tout le livre quoi, des choses très bien faites, mais qui manquent d'égalité, qui manquent de finition peut-être, avec peut-être trop de choses abordées, qui font qu'on s'égare un petit peu parfois. Mais en tout cas, c'était plutôt un bon livre. Honnêtement, si j'ai été si frustrée, c'est que j'avais vu énormément de potentiel et qu'il y a beaucoup de bonnes choses à garder dans ce livre. Et faut se souvenir aussi que c'est le premier livre de science-fiction de Florian Soulas, et réussir à faire ça, c'est pas forcément évident, notamment quand c'est le premier science-fiction qu'on écrit, j'imagine. Donc voilà, chapeau quand même pour ça. Je lui ai mis au total la note de 3,5 sur 5. Et ce qui est certain, c'est que je lirai les prochains livres de Florian Soulas. Si vous voulez en savoir juste un petit peu plus, enfin beaucoup plus parce que la vidéo dure 1h30, mais sur nos avis avec Plop sur ce livre, on a du coup le live qui est disponible sur sa chaîne YouTube à elle en rediffusion. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous le laisse là dans le petit, dans la description comme d'habitude. On a fait une grosse partie sans spoiler avant d'avoir une partie spoil, donc je crois qu'il y a 45 minutes à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous ne l'avez pas lu, ça peut être intéressant. Ensuite, et vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, j'ai enfin lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen, que j'ai lu dans les magnifiques Tiber Éditions, qui font des classiques mais illustrés. Donc les Jane Austen, ils sont illustrés par Margot Motin. Et ils en ont fait énormément d'autres. J'ai notamment Dracula, le portrait de Dorian Gray, Jane Eyre, etc. Et ils en sortent régulièrement, ils font tout le temps des campagnes Ulule auxquelles je participe quasiment à chaque fois. Et donc on a tout le texte original mais qui est agrémenté de quelques illustrations comme celle-là, ou alors d'enluminures autour des chapitrages et de petits dessins sur les côtés. Enfin voilà, c'est vraiment des très beaux objets livres, et je n'avais pas les Jane Austen, hormis en version originale, mais honnêtement j'ai décidé que je préférais tout d'abord les lire en français parce que les classiques c'est encore peut-être un petit peu trop difficile à lire dans le sens où ça va me prendre beaucoup de temps et je n'ai pas forcément l'implication nécessaire pour les faire en anglais. Je ne sais pas vraiment si j'ai besoin de faire un résumé de Orgueil et Préjugés, mais bon, dans le doute, on y va quand même. Donc il s'agit d'une fiction désormais historique, écrite par Jane Austen, où on suit le personnage de Elizabeth Bennet, qui est la deuxième d'une sororité, j'imagine, de 4 sœurs, d'un niveau social plutôt moyen-haut, on va dire, alors qu'arrive dans leur campagne un riche gentilhomme qui n'est pas marié, et donc la mère de Elizabeth va s'empresser d'essayer de refourguer une de ses jeunes filles à ce monsieur, parce que quand on est une mère à cette époque avec 4 filles à marier, la vie ça doit être compliqué. Et donc avec ce monsieur qui arrive également un autre gentilhomme qui est Mr. Darcy, qui est un homme patibulaire et austère qui prend un petit peu tout le monde de haut, sauf que tout n'est pas forcément comme il y paraît, et donc au fil de leurs interactions et au fil de leurs rencontres et de leur découverte de l'autre aussi, on voit un petit peu comment ils vont interagir et comment ils vont évoluer dans leur perception de l'autre.
Je sais pas si ce résumé était très clair, mais en même temps, j'ai pas trop envie de beaucoup en dire parce que je trouve qu'il faut aussi se laisser porter par le récit. J'ai honnêtement apprécié beaucoup plus que je ne le pensais. Au début, j'avais extrêmement peur. En fait, il faut que je vous avoue un truc, c'est que j'avais déjà commencé à lire ce livre, j'étais un petit peu dans une panne de lecture et donc je l'avais reposé et j'avais arrêté. C'était maintenant il y a plusieurs mois, c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à vraiment le lire. Parce que du coup j'étais un petit peu intimidée, mais honnêtement j'étais pas partie sur un très bon a priori puisque sans aucun souci avec cette chère Jane Austen j'ai beaucoup de problèmes avec ce type de narration qui est une narration très extérieure, point de vue externe, presque omniscient en fait, et donc on n'est pas du tout dans la tête d'un personnage, des fois on va un petit peu dans la tête d'un autre personnage puis d'un autre, enfin, voilà. On est très extérieur avec parfois des railleries sur les personnages, des moqueries presque sur les personnages et un ton un petit peu ironique que j'ai trouvé très très drôle d'ailleurs, j'adore. C'est souvent les anciens auteurs qui font ça avec énormément de subtilité et de petites mesquineries qui sont lâchées dans leurs textes. Ça m'a fait penser dans une nettement moindre mesure à Zola, mais Zola le fait avec beaucoup plus de poigne on va dire. Là c'est un petit peu voilà, de la moquerie gentillette sur les bourgeois, sur la haute société anglaise, etc. Et sur le ridicule que certains peuvent avoir. Mais du coup c'est toujours compliqué pour moi d'accrocher, de rentrer avec les personnages. On n'est pas avec eux, on n'est pas auprès d'eux, on est un petit peu à distance et du coup personnellement c'est toujours plus difficile pour moi de m'attacher à eux et donc j'avais un petit peu peur de ça et en effet au début ça a rendu la lecture un peu plus lente peut-être, un petit peu plus laborieuse, mais bon, encore une fois ça c'est vraiment purement personnel, il y en a je sais qui adorent ce genre de texte, moi c'est pas mon cas, mais honnêtement j'ai été très agréablement surprise puisque finalement malgré ça je me suis hyper vite attachée au personnage et à l'histoire en fait et c'est presque un miracle je pense que je m'y sois autant attachée. Ce qui m'a impressionnée dans ce texte, c'est à quel point Jane Austen arrivait à rendre ses personnages réalistes et caractérisés alors qu'on n'est pas dans leur tête, alors qu'on n'est pas auprès d'eux. Et en fait, tous les personnages, et il y en a quand même beaucoup finalement, tous les personnages sont vraiment uniques, ont vraiment des caractéristiques à eux et ont vraiment leurs pattes et leur personnalité qui sont vraiment hyper bien définies et en très peu de phrases en fait elle arrive à nous rapprocher complètement d'un personnage, à nous faire le comprendre, à nous faire comprendre ses enjeux, etc. Et vraiment j'ai trouvé ça hyper bien fait au niveau du... ouais, juste du développement des personnages en fait. J'ai rarement vu ça sur un livre écrit de cette façon-là et franchement j'ai été hyper impressionnée. Après, ça s'inscrit aussi dans son époque et il y a quelques passages qui m'ont semblé un petit peu longuets, notamment, et ça ne surprendra peut-être pas beaucoup de gens, mais les passages où Mr. Darcy n'était pas présent et ça fait quand même une bonne partie du livre et les passages avec Mr. Collins que j'ai trouvé finalement assez lents, assez longs et assez redondants. Et j'ai un attachement particulier pour Mr. Darcy. Si vous avez vu ma vidéo précédente où je parle un peu plus en détail de Mr. Darcy et des caractéristiques qui font que pour moi il a des traits autistiques, je vous encourage à la regarder parce que j'ai beaucoup apprécié l'affaire et étudier, décortiquer un petit peu ce personnage parce que pour moi il est vraiment fascinant. C'est un personnage qui a été très bien écrit, même s'il n'a pas été écrit dans l'optique de faire un personnage autiste puisque on ne savait pas ce que c'était à l'époque. Pour moi, il présente énormément de caractéristiques qui y font penser et qui sont très bien écrites. Encore une fois, petit i, description, tout ça. Au niveau des personnages aussi, j'ai une affection toute particulière pour Jane, que j'adore. Je ne suis pas du tout comme elle, qu'elle est beaucoup trop optimiste sur l'humanité et sur ses congénères. Mais je l'aime trop, elle est tellement douce et j'ai envie de la protéger à tout prix, un petit peu comme Lizzie finalement, mais j'ai vraiment envie de la protéger énormément. Je sais pas trop ce que je peux en dire de plus, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent ou au moins connaissent le film, l'histoire. Il est vraiment trop bien, et si vous l'avez pas lu vraiment, si ça vous intimide parce que c'est un classique, c'était un petit peu mon cas. Et honnêtement ça se lit très bien, il est pas si long que ça et franchement ça se lit sans aucun souci. Et au total du coup je lui ai mis la note de 4 sur 5.
Et enfin, donc je vous l'ai dit, j'ai eu mon coup de cœur. Un coup de cœur, c'est vraiment genre le top du top quoi, c'est pas quelque chose que je donne à la légère. Et donc c'est évidemment le dernier livre qu'il me reste et il s'agit de Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, qui n'a pas encore été traduit mais ça ne saurait tarder. Si le nom de l'autrice vous dit quelque chose, c'est parce que c'est l'autrice également des 7 maris de Evelyn Hugo, de Daisy Jones and the Six et de Malibu Rising. Et j'avais fait une review avant le Pumpkin Zone Challenge sur Malibu Rising en disant que ça avait été un texte un petit peu mitigé pour moi qui pourtant adore Taylor Jenkins Reid et aux joies, je trouve qu'elle est revenue à ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire se concentrer sur un personnage dans Carrie Soto is Back et du coup dans ce livre on va suivre le personnage de Carrie Soto qui est une ancienne tenniswoman professionnelle qui détient le record de victoire à un grand chelem pour le tennis féminin. Sauf que un jour, une nouvelle tenniswoman arrive et est au coude à coude avec elle et elle gagne le même nombre de grands chelems qu'elle et que si elle en gagne un nouveau, elle va lui passer devant et donc Carrie, elle en a rien à faire, elle va revenir dans le game et à 35 ans, elle va se remettre au tennis pour essayer de regagner un grand chelem. Voilà. Rien que ça. Et donc le livre, ça va vraiment se centrer sur Carrie, sur sa vie, un petit peu depuis son enfance, mais surtout dans cette période où elle va reprendre le tennis, reprendre l'entraînement, montrer ce que ça veut dire pour elle, gagner, vaincre, et son envie de ne pas se laisser dépasser par cette femme qu'elle ne supporte pas du coup, parce que Carrie aime beaucoup gagner, voilà, c'est comme ça. Et elle n'imagine pas ne pas réussir. En fait, c'est même pas possible pour elle d'envisager ne pas réussir à la battre. Et donc on va voir à quel point elle va travailler son acharnement et comment elle va surmonter aussi toutes les difficultés qui vont avec le sport, avec le fait d'être une sportive de haut niveau. Ça va parler d'énormément de choses. Si vous avez lu les autres Taylor Jenkins Reid, en particulier Daisy Jones et Evelyn Hugo, vous savez qu'elle fait des personnages d'un réalisme absolument incroyable et Carrie Soto c'est la même chose. Elle aborde énormément de sujets, on va parler donc évidemment de tennis, bon ça va, de célébrités bien sûr, mais aussi du sexisme dans les médias et surtout dans le sport au féminin, puisque Carrie Soto est vue comme la bitch, puisque elle dit toujours qu'elle va gagner et qu'elle va détruire ses adversaires, et on lui en veut car elle ne sourit pas et elle n'est pas toute mignonne quand elle perd. Et du coup, c'est une caractéristique que les médias n'apprécient pas, alors que c'est quelque chose qui est plutôt valorisé finalement chez les hommes, et donc ça, elle en a rien à faire et elle ne cédera pas. Mais c'est tout un traitement du sexisme dans les médias et surtout dans le sport. Ça va parler également du deuil, de solitude, de relations entre un père et sa fille, de relations presque fusionnelles entre les deux, puisque c'est son père qui est à la fois son entraîneur depuis qu'elle est toute petite, c'est lui qui l'a initiée au tennis et c'est avec lui qu'elle revient. Et comme toujours, parce que c'est toujours le cas avec Taylor Jenkins Reid, son personnage est un petit peu détestable. Elle est tellement réaliste mais avec tellement de défauts. Je pense que je la rencontrerai en vrai, honnêtement je pourrais pas la piffrer. Elle est égoïste, elle est pas sympa, elle est hautaine souvent, elle se prend vraiment pour la meilleure et elle a aucun chill quand il s'agit de gagner, c'est-à-dire que tous ses adversaires sont des sous-merdes. Enfin je sais pas, je crois qu'une fois elle parle de quelqu'un, d'une autre joueuse de tennis, en disant qu'elle est vraiment nulle alors qu'elle est en demi-finale d'un grand chelem. Enfin voilà, c'est ce genre de personnage. Mais son histoire nous poignarde, on peut pas s'empêcher d'avoir envie qu'elle gagne, d'avoir envie qu'elle y arrive, d'avoir envie qu'elle aille mieux, qu'elle guérisse, qu'elle ne soit plus seule, qu'elle évolue, et on ne peut pas s'empêcher d'être attaché à elle et de l'aimer en fait tout simplement. Et c'est une histoire qui est si poignante, qui aborde encore une fois tellement de choses, tellement d'aspects de la vie, tellement d'aspects qu'on peut tous avoir, des choses auxquelles on va tous relate, d'autres non évidemment parce que je ne suis pas professionnelle de tennis évidemment, mais voilà, il y a tellement de choses universelles, tellement de choses qui, écrites par n'importe qui d'autre, pourraient paraître clichés, pourraient paraître déjà vus, mais là ça en fait quelque chose d'exceptionnel et je ne sais pas comment Taylor Jenkins Reid fait pour faire des textes qui sont aussi vrais, aussi réalistes et pourtant qui paraissent neufs, qui paraissent donner un regard nouveau et un regard original sur tout ça, enfin voilà.
Vraiment, je pourrais parler de cette autrice pendant des jours et des jours, mais vraiment, c'est incroyable. Je n'ai jamais été aussi investie dans un match de tennis de ma vie. J'adore le tennis pourtant, il faut savoir, j'aime beaucoup. Je regarde tous les ans Roland-Garros, mais je n'ai jamais été aussi investie dans des matchs de tennis de ma vie. Et c'était des matchs de tennis qui n'existaient même pas. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais je voudrais parler du moment qui m'a absolument détruite. Je ne dirai rien parce que je ne veux pas spoiler, mais il y a un moment dans l'histoire où on se rend compte qu'en fait l'histoire est tellement plus que ce qu'elle ne semblait être. Et en fait, on comprend énormément de choses sur la portée de l'histoire. C'est ces livres, vous savez, qui donnent l'impression d'être assez simples, d'être assez linéaires. Et en fait, quelque chose va arriver et toutes les pièces s'imbriquent. Et on se rend compte que l'auteur ou l'autrice avait un objectif depuis le début. Et que en fait, cet objectif a toujours été centré autour de ce point. Et que c'est ça le sujet du livre. Et quand ça arrive aux 2/3 du livre, c'est rare que ça fonctionne aussi bien. Mais là, ça a fonctionné, mais d'une force. Et ouais, je sais pas quoi dire. C'est tellement juste, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant, c'est vraiment poignant. Et encore une fois, c'est du tennis, quoi. Encore des célébrités. Evelyne Hugo, qui est une star de cinéma, je pense qu'on en suit tous, on a tous été fans d'un ou d'une star de cinéma. Là, c'est du tennis, c'est quand même très spécifique. Bah ça marche quand même quoi, ça marche aussi bien et c'est aussi juste et c'est aussi parfait et encore une fois ça traite de tellement de choses et ça les fait bien et ça les fait avec subtilité. Les messages ne sont pas martelés dans notre figure, c'est vraiment à nous de les comprendre et à nous de les voir et à nous d'en sortir ce qu'on veut en fait. De cette histoire on en sort ce qu'on veut et ce dont on a besoin et c'est tout. Et c'est ça qui est vachement beau et je vais arrêter de parler pendant 12 000 ans de cette histoire. Je conclurai juste sur 2 citations parce que je les trouve tellement drôles. Et elles reflètent, je pense, très bien le sexisme dans le sport. La première, c'est une des phrases de narration, donc une des phrases des pensées de Carrie, où en fait elle attend que les hommes finissent leur match de finale avant d'avoir la fin du grand chelem, en gros. Et du coup, elle sort We live in a world where exceptional women have to sit around waiting for mediocre men. Donc je rappelle, on parle de la finale d'un grand chelem. Voilà, c'est Carrie, c'est normal. Bon ça c'était pour la blague, mais vraiment pour le côté plus sexisme dans les médias. Ça c'est une phrase, encore une fois de Carrie, mais qui réagit à un journaliste qui lui pose la question de pourquoi elle est revenue et pourquoi elle est comme avant finalement, alors qu'elle a plus de 30 ans et que les femmes à plus de 30 ans c'est pas censé faire du tennis, tout là 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 là. Vous voyez le genre, et elle répond Well, it was oh so tempting to roll over and die once I turned 30, but somehow my American obstinance persists. Et voilà, je l'adore, je l'adore. Et du coup, sur cette note de sexisme bien sympathique ma foi, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour mes dernières lectures. Et si vous avez une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est lisez du Taylor Jenkins Reid, je vous en prie. C'est une de mes autrices préférées, vraiment. Il faut que je fasse une vidéo dédiée comme j'ai fait pour Becky Chambers parce que vraiment c'est une de mes autrices fétiches. Et j'achèterai tous ses livres. Il me reste encore quelques vieux à lire, mais vraiment tous les derniers qu'elle a fait depuis Evelyne Hugo, ils étaient tous incroyables, un petit peu en dessous pour Malibu Rising, mais vraiment, si vous devez retenir quelque chose, lisez un Taylor Jenkins Reid, peut-être pas Malibu Rising en premier du coup. Et du coup, comme je l'ai dit, c'est la fin de ce dernière lecture. Je vous retrouverai dans 2 semaines du coup, puisque je suis un petit peu à la bourre et que celui-là arrive au milieu du mois de novembre. Mais dans 2 semaines pour vous faire mes dernières lectures de novembre. J'espère qu'il y aura une nouvelle fois un coup de cœur. Et je vous ferai également un petit bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge puisque ce sera la fin de ce challenge avant d'enchaîner avec le Cold Winter Challenge qui sera également accompagné, comme vous le savez probablement, du challenge Dévorer les tous, donc qui est, je le rappelle, un challenge autour de Pokémon puisque le nouveau jeu est sorti hier, donc au moment où vous voyez cette vidéo, je suis probablement en train de geeker. Et on a créé ce challenge avec Plop pour lire des livres autour de Pokémon. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez probablement vu les vidéos passées. Mais du coup, il y a mes piles à lire, recommandations, tout ça, qui sont disponibles évidemment sur ma chaîne, petit i, barre d'infos, tout ça. Je vais arrêter là avec l'autopromo parce que ça va bien 5 minutes. Mais en tout cas, merci d'être resté jusqu'ici et
je vous retrouve très bientôt puisque j'ai énormément de vidéos de retard, donc je vais faire des vidéos à tout va. Et j'ai une petite annonce un petit peu particulière qui va arriver la semaine prochaine. Pour fêter théoriquement les 100 abonnés, j'ai un petit peu de retard. Mais voilà, petite annonce qui va arriver et merci encore vos retours pour vos commentaires, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Encore une fois, merci. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner. On va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.